Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Capitole. Ça fait plaisir de voir une belle salle bien remplie. En attendant que les dernières personnes arrivent et nous rejoignent en salle, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à l'occasion de la première de Dieu est une femme d'André Spero. On a également la chance d'avoir avec nous non seulement le cinéaste, mais aussi le producteur et distributeur du film, Xavier Grain, que je vous demande d'applaudir bien fort. Bonsoir messieurs, bienvenue. Je crois que c'est une première au Capitole pour vous. Absolument. C'est super. Et est-ce que vous voulez adresser quelques mots au public sans trop dévoiler le film, puisqu'on en discutera tout à l'heure? Très peu de choses. Effectivement, on a la chance de pouvoir discuter après. Je préfère que le film dise le premier mot et qu'ensuite on en discute. Mais merci en tout cas de votre présence. Merci de votre curiosité d'aller à la rencontre des Kuna du Panama. Et je vous souhaite une bonne projection et hâte d'en discuter après. Xavier, peut-être? Oui, c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter un film. Là, c'était une longue aventure, en fait. Et donc, pour moi, c'est aussi un plaisir de pouvoir aussi en parler par la suite. Donc, je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne projection. Peut-être, en préambule, comprendre peut-être les origines de ce projet, la jeunesse de ce film, qui est quand même incroyable. Je te passe la parole. Donc ce film, il a commencé avec la communauté. En fait, ma mère est du Panama, et donc j'ai passé beaucoup de temps au Panama et j'étais intéressé pendant longtemps de mieux comprendre cette partie de mon origine. Au Panama, il y a 7 communautés de peuples premiers. Il y a eu la colonisation avec les Européens, avec la construction du canal, les Américains, l'arrivée de beaucoup de travailleurs pour construire le canal d'Asie. Enfin, c'est un pays très, très mélangé avec beaucoup de couches d'histoire et d'une histoire parfois difficile aussi. Et j'avais fait un premier film sur une autre communauté, Mbera, et je l'avais présenté en 2010 à un festival de court-métrage à Panama City. Et là, j'ai rencontré Orgun, qui est un des 2 frères cinéastes, et on a sympathisé en prenant un verre après le festival. Et quelques temps après, il m'a proposé d'aller rendre visite à sa famille au village de Ustupu, dans sa communauté. Et donc on a continué à parler de cinéma quand on a fait ce voyage. Et là, à un moment donné, quelqu'un a rigolé, un éclat de rire en disant mais tu me fais penser à ce Français qui est venu il y a 50 ans, il a fait un film ici, et ça s'est très mal passé. Bon courage. Et puis du coup, ça a commencé à... Enfin, lui connaissait cette histoire, mais il n'y avait pas pensé depuis très longtemps. Et puis on a commencé à demander à différentes personnes de la communauté. Et chacun avait un souvenir lié à ce film, ou une anecdote. Parfois c'était contradictoire, parfois ça se complétait. Mais en tout cas... quand ils m'ont raconté cette histoire de ce cinéaste oscarisé dont je n'avais jamais entendu parler, qu'il avait passé 1 an avec sa fille Akiko de 4 ans, qu'il avait fait ce film, qu'il était parti sans jamais retourner avec les images, on a eu envie avec Orgun, qui est finalement aussi producteur du film, de partir un petit peu à la recherche, de voir, comme j'habitais à Paris, voir si je pouvais trouver la trace de ce cinéaste et retrouver le film d'abord, et après, avec le temps, c'est devenu un film sur le film. Et du coup, à partir de quand est-ce que tu as commencé à faire ces démarches à la fois dans le pays et à Paris pour trouver une hypothétique copie, ou par laquelle tu as commencé? Et combien de temps ça a pris? En fait, la copie, on a très vite compris qu'il y avait une copie au Panama, parce qu'on a retrouvé des documents qui montraient que la banque... en fait, Gesso avait fait un emprunt bancaire, il n'a pas pu rembourser à temps, et la banque a confisqué le film pendant 40 ans. Et justement, en 2010, cette banque a fermé au Panama, et elle a donné la copie au ministère de la Culture. Et ça, on savait, vous le voyez au début du film, peut-être avec quelques sous-titres qui ont échappé au moment où c'est passé au noir. Mais c'est quelqu'un qui explique qu'il est allé avec son père réclamer la copie... et que la banque lui a dit non, en fait, on a donné cette copie au ministère de la Culture, donc maintenant, c'est plus avec nous qu'il faut parler.
Et là, pendant des années, beaucoup de personnes ont essayé de mettre la main sur cette copie. Au ministère, on leur disait on ne sait pas, revenez plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui sait. Enfin, ça se perdait. Et il a fallu ce hasard improbable qu'un ancien élève de Tourpana accède au poste de vice-ministre. Et là, cette connexion nous a permis, après 4 ou 5 ans de tentatives de trouver cette bobine, enfin, on a pu le faire grâce à Tourpana et au vice-ministre. Et après, il y a eu Paris et la copie, cette copie parisienne improbable aussi. Voilà, et puis ensuite, quand on a eu cette déception de voir à quel point les images avaient été pourries par l'humidité et à quel point on pouvait en rescaper peu, on a continué à chercher avec Akiko Gesso, que j'ai pu retrouver aussi et qui a participé à cette histoire. C'est le traducteur donc pendant le tournage de 75. Tourpana, oui. Ouais, Tourpana. Puis après, et Akiko, deuxième... et Akiko, ouais. La fille du réalisateur, ouais. Qui avait passé 1 an dans la communauté. Et pendant longtemps, on a cherché aussi différentes pistes de savoir s'il n'y avait pas une autre copie en France. Et pratiquement au moment où on avait abandonné les recherches, elle reçoit un coup de fil d'un ami de son père qui dit « Ton père a entreposé des cartons dans ma cave, ça fait 20 ans, est-ce que tu peux me débarrasser de ça ?» Et là, le miracle s'est produit. On ouvre et puis on retrouve une copie originale du film, tous les rushs, et en plus les images d'un film de famille où on retrouve Akiko dans la communauté à l'époque. Et pour terminer sur Akiko, en fait, quand elle a su qu'elle était très malade et qu'elle allait certainement décéder bientôt, elle m'a demandé de ne pas utiliser des images d'elle adulte pour pas laisser un souvenir d'elle pendant sa maladie, et donc elle préférait que si elle existait dans le film, c'était uniquement à travers ces images retrouvées et cette fille de 4 ans. Et la rencontre avec Xavier, vous connaissiez déjà. Quel a été le moteur pour qu'est-ce qui t'a décidé, incité à soutenir ce projet ? Ben là, tout à l'heure, en discutant pendant la projection, ce qui m'a frappé, c'est aussi tout l'historique, tout le travail autour d'un film. Finalement, ça renvoie un peu à notre travail de producteur. C'est cette longue gestation qui est faite de plein d'accidents. Et en fait, quand Andrés est venu me voir, il avait déjà, bien sûr, le film, il le portait déjà depuis un moment, il le développait. Et je me souviens plus à quel accident, à quelle étape, en fait, est venu me voir. Mais moi, mon travail de coproducteur, puisque le projet existait déjà en partie, c'était peut-être au départ évidemment de trouver encore des moyens de le financer, mais j'ai vite compris qu'il y avait aussi besoin de relancer, aussi de partager un développement avec ces différents événements qui sont arrivés. Il y a eu le Covid, il y a eu justement la mort de Tourpana. Enfin, il y a eu différentes choses qui ont fait que le film a aussi évolué. Et c'est finalement un petit peu aussi ce qui nous arrive dans la manière de produire ici, c'est que les projets prennent beaucoup de temps en gestation, à se développer. Et là, c'était finalement une très belle histoire aussi de ce côté-là. Donc, en dehors de l'aspect des Kunas, c'est aussi l'histoire d'un film et comment il peut continuer à exister aujourd'hui, comment il prend une signification. Je trouve ça assez passionnant, quoi. Et donc, c'est aussi ça qui m'a rapproché du projet aussi. Et la restauration de la copie française, comment ça s'est passé ? En fait, quand j'ai su qu'il y avait cette restauration qui était en cours, j'ai contacté Frédéric Maire, je lui ai parlé de ça, je lui ai dit mais il faut faire quelque chose. Donc il y a eu un échange, en tout cas, de lettres entre les deux directeurs, mais peut-être une fois on arrivera à faire une soirée entre le film de Gesso, le film d'Andrés et puis le nouveau film. Finalement, c'est ce que tu nous expliquais. Oui, à la fin, quand vous voyez les frères qui filment la Révolution, ils en ont fait aussi un film qu'ils ont présenté à l'IDFA en novembre dernier, donc, qui est sorti la même année que Dieu est une femme et qui s'appelle Bila Burba, qui veut dire esprit de la guerre en langue kuna. Donc il y a
une soirée à imaginer On avec s'est les mis trois à films. rêver les 3 films à la suite, mais on ne sait pas dans quel ordre. Bon, bah, c'est magnifique. Et est-ce que dans le public, il y a à ce stade déjà des questions? N'hésite pas. Ah, voilà, madame au milieu. Bonsoir, déjà félicitations, j'ai adoré voir le film, c'est complètement par hasard, c'est une amie qui m'a dit je suis malade, j'ai des places, si tu veux venir prendre ma place, donc je ne savais pas du tout qu'elle allait avoir ce film, j'ai rien regardé avant de venir. Donc vraiment j'ai découvert au fur et à mesure, et en sachant que ce film s'est fait sur de longues années, que vous avez dû jongler avec les différents événements, je trouve que le résultat est incroyable, en tout cas c'est vraiment, je suis contente d'être venue. Alors, j'ai une question, c'est de savoir que ce film est un film d'un film dans lequel il y a un autre film. Comme vous avez dit, ce serait une bonne occasion de faire un événement. Mais là, on n'a plus l'occasion de poser la question à Pierre Guézot, hein, de savoir quelle était son intention quand il l'a fait. Mais vous, en tant que cinéaste, puisqu'il y a aussi toute cette conversation de critique un peu sur, oui... finalement, on fait un film et puis c'est fait pour des Européens, pour regarder les cultures de loin, d'un mode c'est exotique. Vous, quel est votre objectif en réalisant ce film, en fait? Clairement, l'objectif était de faire un film pour les deux. Était de faire un film qui était intéressant à la fois pour un public qui n'est pas de cette communauté, mais avec le but très clair de le montrer aussi dans cette communauté et de pouvoir permettre un échange et une réflexion qui soit à double sens, en fait. Et c'est pour ça que c'était important aussi de le faire avec les deux frères, en même temps qui produisaient aussi le film à Panama, et puis en même temps qui étaient à l'intérieur du film, parce que ça devenait aussi un portrait de ce que eux faisaient. Donc après, j'ai vu ce film quelque part comme un film de passage. On commence avec Guesso et on termine avec le film des deux frères, qui reprennent d'abord la caméra de Guesso, puis ensuite avec leur propre caméra qui font ce film. Donc c'est un film qui est un film de passage et un film de conversation, de dialogue et d'échange dans un espace qui est... un pied dans la communauté et un pied à l'extérieur, si je peux dire. Ok, je rebondis peut-être juste avec... Je peux ou je... Allez-y. Et justement, sachant que... Enfin, quelle est la place du cinéma dans la conservation des traditions C'est ce qui est assez extraordinaire dans ce cas précis, c'est que il y a beaucoup d'autres films ethnographiques qui ont été tournés dans d'autres communautés, mais en tout cas, pour parler de la communauté du village de Ostupu, c'est une tradition qui est d'abord orale, donc il se passe à travers le chant et à travers une tradition orale, et l'écriture est venue finalement de manière assez tardive en empruntant l'alphabet romain pour faire des approximations de langage. Mais j'ai trouvé que ces images, finalement, elles avaient déjà une valeur très forte pour une culture orale, parce que, justement, on peut garder le chant, on peut garder la parole, et on peut garder ce côté vivant et immédiat d'une transmission par l'oralité. Et puis ensuite, c'est aussi quelque chose d'unique, parce que, comme le disent les frères Wagwa dans le film, à l'époque de Guesso, personne au Panama ne rêvait faire du cinéma, encore moins nous, les Kuna. Et donc, par le fait que ça l'est aujourd'hui moins, mais à l'époque c'était complètement élitiste de pouvoir avoir accès à une caméra et de pouvoir en faire un film, le fait que Guesso, quelles que soient ses intentions, soit venu dans la communauté et ait filmé la communauté pendant un an, c'était exceptionnel. Et finalement, ce qui était fort dans le retour des images, c'est que il n'y a pas que le film de Guesso, il y a aussi les images. Et finalement, c'était le film de Guesso parce qu'il en a fait un film à une certaine époque, mais quand il est revenu, finalement, les images que Guesso avait montées et sur lesquelles il avait posé une voix off, comme ils le disent,
au bout de 15 minutes, ils n'écoutent plus tellement la voix off. Les images, elles se libèrent un peu de l'emprise de ce film, et chacun dans la communauté se les réapproprie. Et donc, là, quelque part, la vraie valeur du retour de ces images, c'est vraiment les images et ce qu'il y a derrière et les souvenirs auxquels ça renvoie. Et c'est vraiment les images de la communauté. Après, l'intérêt d'analyser le film de Guesso, il existe pour les frères, parce qu'ils sont cinéastes. Donc, ils ont cette envie de réfléchir au cinéma. Certaines personnes, à la fin, c'est un groupe assez restreint, finalement, qui parle de ça. Parce que Cebaldo est historien, et il est poète, et donc il est impliqué dans cette analyse-là. Les frères parlent cinéma, mais la plupart des autres personnes dans la communauté, finalement, avaient un rapport très fort aux images, qui sont absolument uniques. Et c'était ça qui était vraiment précieux de rapatrier dans la communauté et de projeter en grand là où elle avait été filmée. Et d'ailleurs, la communauté a finalement vu aussi ton film. C'est important de le dire. Oui, la communauté a vu ce film il y a 2 semaines à peu près. En fait, on devait retourner en décembre et le Panama s'est retrouvé dans une crise politique parce qu'une entreprise minière qui voulait installer une mine de cuivre au Panama. Et beaucoup de personnes ont manifesté contre ce projet, ce contrat qui avait été signé un peu hâtivement par le gouvernement. Et les Kuna étaient notamment très impliqués dans cette lutte contre cette mine. Et donc le festival à Panama qui devait accueillir le film d'abord en ville et puis ensuite, à partir de là, on allait le montrer dans la communauté, ça a dû être annulé. Entre-temps, ils ont gagné ce combat, donc le projet de mine est annulé. Et on a pu retourner enfin présenter le film dans la communauté. Et contrairement à la dernière fois, cette fois c'était en grande pompe avec les autorités, l'écran géant et tout. Oui, c'est ça. En reprenant un peu le cheminement donc, de cette copie qui est au ministère pendant plusieurs années, on essaye d'obtenir un accès et puis l'accès n'est pas donné. On sent que l'intérêt du ministère est très faible pour cette histoire. Et finalement, après que le film sorte et qu'il fasse des festivals et qu'il revienne au Panama, là on sent tout d'un coup une différence avec le ministère de la Culture qui voulait tout d'un coup affréter un avion de l'aéronaval du Panama, mettre à bord une machine à popcorn pour les enfants de la communauté. L'écran qu'on a rapporté, il est gonflable, il est 2 fois plus grand que celui qu'on a fait dans le film initial. Enfin, ça raconte aussi quelque chose. Mais bon, on a accepté parce que ça faisait plaisir à la communauté et aux enfants et j'avais plus les moyens et le courage de le faire tout seul. Bravo en tout cas. Je sais qu'il y avait une question tout en haut à gauche. Madame ? Vous avez déjà répondu, mais je vous félicite par le magnifique travail de réparation, je dirais, comme avait vraiment porté quelque chose qui est transgénérationnel. Et vous avez vraiment pris comme responsabilité et été aidé pour le faire. Et c'est magnifique, ça rend compte de ça. Et vous avez un peu répondu à la question de que le film a été déjà présenté à la communauté. Et j'imagine, pour les personnes, il y a la fierté maintenant. Quelles sont les impressions? Vous avez les impressions d'eux quand ils ont vu le film maintenant? Le nouveau? Oui. En fait, la différence qui était la différence la plus évidente dans les réactions du public, c'est que j'ai senti que le film de Guesso, ces images qui revenaient de très loin, c'était plutôt une émotion forte et plutôt des pleurs. Alors que ce film-là, c'était des rires. En fait, les enfants adoraient reconnaître le maître d'école dans les images, les membres de la famille, des personnes qui avaient participé au film. Il y avait un côté beaucoup plus joyeux et de rire, on va dire. Et aussi, malgré tout, sur cette courte période, il y avait aussi des personnes qui sont dans les images et qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc là encore, ça permet aussi de garder un petit peu en vie la mémoire de ces personnes. Et notamment, c'est le cas de
du chanteur qui est dans son hamac et qui chante les souvenirs de la Révolution et qui fait cette sorte de ce qu'on pourrait apparenter à l'équivalent d'une messe spirituelle dans la case principale. Une autre question. Madame, au milieu. Le micro arrive. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à la mise en scène, l'utilisation de la mise en scène, notamment la scène où vous projetez le film sur la communauté. Comment est-ce que vous en êtes venu à ce choix qui sort un peu du cadre du film documentaire traditionnel? Et aussi, je voulais savoir votre rapport à la musique, puisqu'il y a quand même beaucoup d'utilisation de musique dans le film. Voilà, merci. En tout cas, par rapport à la première question, cette idée est venue de façon assez organique, dans le sens où pendant des années et des années, il y avait le portrait de personnes qui attendaient le retour d'un film et qui étaient dans un rapport très fort à ce manque d'images, à ces images perdues. Et de l'autre côté, j'ai beaucoup pensé aussi à l'âme propre qu'avaient ces images, et que peut-être que le film aussi, c'était quelque chose de vivant, et que les images avaient envie de retourner dans la communauté, et qu'il y avait de part et d'autre une tension très forte entre ces deux éléments qui veulent s'unir. Et donc, une fois que le film est revenu, il y avait cette envie de les unir de la façon la plus absolue et organique possible sur une image, c'était de les projeter ensemble. Et après, en voyant ce que ça donnait, j'ai voulu aller plus loin, parce que j'ai réalisé que ça faisait assez bien écho avec l'idée, beaucoup de chants kuna et beaucoup de croyances de la cosmogonie kuna, c'est qu'il y a des niveaux de conscience, il y a une conscience première, et puis il y a 7 niveaux de conscience auxquels l'âme humaine peut accéder, par le chant ou par quelque chose de... Ça peut être traumatique, ça peut être négatif, mais ça peut être positif aussi, mais en tout cas, on peut exister et aller voyager dans d'autres dimensions. Quand on tombe malade, par exemple, notre âme part dans une deuxième dimension, et la personne qui vous guérit va chanter pour guider l'âme de retour à la première dimension. Et donc, quelque part, j'ai senti que ce qui se passait avec le retour des images était tellement fort que finalement, c'était comme si la conscience était happée dans une autre dimension, et que cette dimension permettait de faire coexister deux espaces temporels éloignés en symbiose, en simultané. Après, pour la musique, pour la musique, pour moi, c'était important de ne pas faire une musique qui fasse écho particulièrement, soit une musique traditionnelle kuna, et pas par rapport au rap aussi du jeune rappeur kuna, mais de faire une musique qui était vraiment 100% dans la narration émotionnelle de ce que traversaient les protagonistes du film, et d'être en tout cas, on a vraiment cherché à faire résonner et à raconter quelque chose avec les émotions, et à ne pas tomber dans une musique entre guillemets qui pourrait faire penser à quelque chose de traditionnel. Pour moi, c'était important que ça n'existe que dans le film. Au moment où on voit le chanteur chante une chanson traditionnelle, ou que ça existe quand c'est vraiment là, mais que ce soit pas quelque chose qu'on intègre nous dans la musique du film. Et ensuite, c'était aussi pour créer un espace très différent du rap en Amérique latine, parce qu'on utilise aussi une chanson de rap de Ana Tijoux qui est chilienne, mais il y a toute une mouvance de rap en Amérique latine qui parle des luttes sociales et qui parle des luttes indigènes. Et donc c'était important aussi de faire de la place pour cette musique, et de faire de la place pour la musique de Sid Sagui,
et de son groupe Kuna Revolution, qui a la chanson qui est filmée par les deux jeunes réalisateurs et qui est aussi la chanson avec laquelle on termine le film. Je me demandais justement, Xavier, dans quelle mesure le producteur intervient sur ce type de documentaire, et à quel moment et jusqu'à quel point tu interfères ou tu donnes des inputs aux cinéastes. Ça dépend, disons. Avec Andrés, il y a eu des étapes justement au niveau de l'écriture, du développement, ce questionnement, comment avancer. Pour la musique, on s'est moins concerté, mais finalement, c'était chaque fois dans cette sorte d'organicité de voir comment un film, un questionnement résonne encore aujourd'hui. Et là, cette discussion sur la musique, par exemple, elle est aussi emblématique parce que d'un côté, il y a quelle place peut prendre cette musique aujourd'hui. Elle amène le film en fait à notre modernité, à notre actualité. Et donc finalement, ça s'est fait assez clairement c'était clair qu'il y aurait ces raps et puis en même temps comment le reste allait se construire. Bon, ça c'est venu par Andrés, quoi. Mais la musique aussi, elle nous ramène chaque fois à ces différentes temporalités. Enfin, en vous écoutant, je trouve que moi, je ramène toujours ça à la production, à la fabrication d'un film, parce que en le voyant, chaque fois, ça me saute aux yeux, quoi. C'est en quoi, qu'est-ce que ça veut dire de faire un film? Qu'est-ce que ça veut dire de filmer des gens? Qu'est-ce que ça apporte aux gens qui sont filmés eux-mêmes? Et là, il y a toutes ces questions-là qui reviennent et on se les pose constamment quand on filme, quand on produit des choses. Et là, je trouve ce discours intéressant, ce dialogue intéressant, puisque à la fin, voilà, l'idée, c'est que, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a un nouveau film qui est sorti de cette action. Et pour la musique, c'est pareil, elle trouve aussi sa force à travers l'évolution, comme ça. D'ailleurs, toi, tu parles d'une responsabilité que porte peut-être le cinéaste, mais aussi peut-être toute l'équipe qui est derrière. Et qu'est-ce que tu entendais par là? Moi, en tout cas, je pense que déjà le fait d'avoir choisi peut-être le titre, ça c'est une question qui revient assez souvent, c'est d'avoir maintenu ce titre de Guesso. C'est clair que c'était intéressant, c'était un peu accrocheur, mais en même temps, voilà, c'est aussi le film répond aussi à cette question, au titre que Guesso avait voulu avoir. Et donc c'est ça, c'était un choix qui a été fait assez rapidement de le garder. Andrés? C'était intéressant parce que en fait ce titre, je trouvais déjà on commence par le film de Guesso, on termine par le film des frères Wagwa. Mais c'est aussi ce que Guesso voulait mettre en avant, c'est un peu la porte d'entrée. Donc en fait, avec ce titre, on est un peu mis face à peut-être une forme de naïveté aussi de ce public occidental et de ce titre qui nous est présenté. Et puis finalement, en regardant le film, on va de l'autre côté du titre et puis on se rend compte que ce titre ne colle plus finalement. Et c'est un peu le masque tombe. Et donc je trouvais intéressant qu'on ait ce moment de démystification. Voilà, de démystification du titre. Et puis en même temps, c'est vrai aussi que voilà, ces images qui partent et qui reviennent, finalement, on les déconstruit, on les démystifie, on met un petit peu à nu tout ce qu'il y a dans le film de Guesso. Et je trouvais quand même intéressant de garder ce titre et de finalement voir qu'avec le même titre, on peut faire deux films très différents. C'est clair. Et puis voilà, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le film, c'est aussi un personnage du film. C'est peut-être le personnage principal du film. Et il a une âme et il a un nom. Et ce nom, il est peut-être, on peut débattre s'il est bien choisi ou pas, mais en tout cas, c'est son nom et c'est autour de ça que va... C'est un titre très fort, il faut le dire. C'est vrai. Est-ce qu'il y a encore une réaction ou une question des publics? Madame, ici à droite. Je vais vous donner mon micro, c'est plus simple. Merci, monsieur. J'ai beaucoup aimé le film, je vous remercie beaucoup. Et j'ai pensé évidemment au réchauffement climatique et je me demandais comment les personnes vivaient, ce qui arrive maintenant dans ces îles, les 365 îles dont vous avez parlé,
qui ont l'air juste d'affleurer et qui sont très très menacés. Oui, c'est clair. Les îles Kuna probablement seront complètement sous l'eau d'ici 15 à 20 ans. Et il y a des communautés qui sont un peu plus protégées que d'autres, mais il y a déjà une grande partie des îles dont les communautés sont relocalisées dans les montagnes sur la terre ferme. Et donc, mais en même temps, dans la philosophie, en tout cas des personnes qui m'en ont parlé, quelque part c'est une retour aux sources, parce qu'en fait les communautés étaient d'abord pendant très longtemps dans les montagnes et sont descendues il y a 200 ans pour les premières communautés. L'île d'Oostupou, je crois qu'elle a 100 ans. Donc en fait, les terrains qui sont agricoles, toutes les familles possèdent des terres dans la montagne. Et il y a cette idée que voilà, on a fait le déplacement une première fois, on sera capable de le faire dans le sens inverse. Mais bien sûr, ça reste très compliqué. Logistiquement, c'est quand même un grand défi et c'est quelque chose qui les menace à très court terme. Et là encore, pour reparler un peu de politique, c'est un sujet très, très actuel au Panama pour ces communautés de demander le soutien et l'apport nécessaire de la part du gouvernement pour accompagner cette relocalisation qui est voilà, un enjeu national, une responsabilité nationale de l'État du Panama. Et puis, puisqu'on parle de changement, d'évolution de la société, on parle beaucoup pour reparler aussi du titre, du matriarcat, cette notion de matriarcat, qui est un peu remise aussi un peu en question. Quelle part de la société est matriarcale? Est-ce qu'elle l'est plus aujourd'hui que de l'époque du premier film de 75 ou pas? Quel est un peu ton sentiment par rapport à ça? Donc, comme on le voit dans le film, c'est très clairement expliqué, notamment par Turpana, la société n'est pas matriarcale. La société est matrilinéaire. Les femmes possèdent les terres. Les terres sont passées de mère en fille. Et dans une famille, la figure qui a la plus grande autorité, c'est la grand-mère. Et après, le deuxième aspect qui est fort, c'est bien sûr tous ces rituels d'initiation qui sont uniquement pour les femmes. Et dans la cosmogonie Kuna, la force créatrice féminine est très forte. Et comme on le retrouve aussi dans d'autres communautés en Amérique latine, il y a l'équivalent de la terre-mère, qui est Napguana en Kuna. Et la grand-mère, en réalité, l'océan, c'est la grand-mère. Donc les deux forces les plus importantes sur Terre sont une force de la mère et de la grand-mère. Mais après, au niveau politique, il y a les deux. Donc c'est vrai qu'à l'époque, d'autant plus à l'époque où Guesso a fait son film, arriver d'Europe ou des États-Unis et de voir une société où c'était possible d'avoir dans certaines communautés des dirigeants hommes et parfois des dirigeants femmes, cet équilibre lui paraissait peut-être un matriarcat. Mais en réalité, voilà, ce n'est pas le cas. Mais il y a toujours eu, et là en ce moment, dans la communauté de Oostupou, en fait, il y a deux personnes à la tête de la communauté. Il y a une personne qui est à la tête de la communauté avec un rôle plus spirituel, donc c'est le chanteur qu'on voit dans le hamac. Et la personne qui est à la tête de la communauté pour les décisions administratives et concrètes pour la communauté, là c'est une femme. Et parfois, c'est l'inverse dans d'autres communautés. Enfin, tous les cas de figure existent. Donc, il y a une forme d'égalité quand même, on a l'impression, dans la société d'aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose qui est revendiqué dans la communauté. Mais après, en revenant aussi par rapport au mouvement qui s'est opéré avec cette communauté qui est descendue dans les îles, j'ai beaucoup entendu dire aussi que les femmes avaient plus de pouvoir il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, et que c'était un peu dégressif. Aujourd'hui, elles en ont moins qu'elles ne l'ont eu par le passé. Oui. Il y a une réaction, une question à droite. Ah ben, Maria. Oui, non, des questions. J'ai eu l'occasion de
de poser à André les questions à Genève et Christophe vient de me voler la question que je voulais poser. Mais je tenais vraiment, c'est vrai que par rapport au niveau féministe, si on analyse les films, il peut y avoir beaucoup de choses à questionner actuellement, parce que si on voit, il y a beaucoup d'hommes et tout dans les films, etc., mais je ne vais pas entrer là-dedans, parce que je trouve que les films, je les vois par deuxième fois, et chaque fois, c'est vraiment passionnant de voir tous les différents sujets que vous avez pu aborder, que tu as pu aborder dans les films même, et que ce soit au niveau de l'évolution des Kunas même par rapport à l'Occident, que ce soit toutes ces problématiques actuelles qui vivent les jeunes aussi. Et peut-être je vais poser quand même la question, l'année prochaine, les Kunas vont fêter un anniversaire très important de la révolution, parce que c'est la première communauté indienne qui s'est effectivement libérée. D'ailleurs, les Kunas, il vient, si je parle, c'est en Colombie, toute la région du Darien, il vient de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Pachamama, historiquement, qui se sont déplacés, donc ils ont l'habitude de se déplacer. Et c'est vrai que par rapport à la question écologique, même il y a des études que d'ici 20-25 ans, une partie de Carthagène et toutes les Caraïbes va vraiment énormément souffrir par rapport à tout le réchauffement climatique. Ma question est-ce que, par exemple, ce film va être de nouveau projeté, par exemple, dans la cérémonie du 25 février de l'année prochaine, ou est-ce que tout ça dépend de l'évolution politique du gouvernement? C'est une première question. Et c'est par rapport... je voulais terminer en disant vraiment bravo à la Cinémathèque d'avoir programmé ce film. J'étais très contente de les voir là. Et pédagogiquement, par rapport à l'importance de tout ce que c'est la conservation des vieux films et des archives et des films, c'est passionnant. Je suggère déjà que pour les marathons de l'Axe de l'année prochaine, qu'on les programme, parce qu'il est très pédagogique dans ce sens-là, et voilà, il resterait toujours d'actualité. Donc, j'arrête parce que sinon... La question du film, s'il passe ou pas pour les festivités. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les décisions politiques du gouvernement. C'est sûr qu'on va le passer. Après, est-ce qu'on va le passer avec un écran géant qu'eux vont nous donner ou on va faire autrement on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que les frères Wagwa vont passer leur film. On va... en tout cas, eux ont envie de passer ce film-là aussi, celui que vous avez vu ce soir. Et le film de Guesso, pourquoi pas? De toutes les façons, il est déjà sur les clés USB de toute la communauté. Ils peuvent le voir autant que besoin. Mais oui, ça va être une célébration absolument très énorme. Et une chose est certaine, c'est que j'y serai. Ça va être un peu le mot de la fin. Merci beaucoup à nos invités. Ils vont rester encore un peu parmi nous. Si vous avez encore d'autres questions à l'extérieur de cette salle, peut-être Xavier rappeler que le film sort en salle, en Suisse romande. Oui, donc il a connu déjà des avant-premières puisqu'il était au Festival des droits humains, aussi à Soleure. Et là, on va le sortir sur les écrans romans. Voilà, il faudra guetter les programmes parce que c'est toujours difficile de sortir ce type de film vu chaque semaine il y a des dizaines de films qui sortent. Donc, enfin, il sera présent à Lausanne, à Genève, à Neuchâtel, à suivre. Merci. Donc, le premier nombreux. Merci à toutes et à tous, merci à nos invités et à très bientôt à la Cinémathèque.